Je voulais remercier les collègues d'Addiction France qui m'ont permis effectivement de partager avec vous quelques réflexions. Alors j'ai toujours l'habitude de mettre des points d'interrogation parce que je ne suis pas détentrice de la vérité et que la vérité appartient un petit peu à chacun. Donc et aussi de la réflexion qu'il peut mener vis-à-vis de son expérience personnelle. Donc je vous propose en fait une intervention qui va alors pardon, excusez-moi. Je dois déclarer, je vais dire, des liens d'intérêt public. Il y en a un que j'ai pas mis puisque je suis aussi une adhérente de base d'Addiction France. Donc je vous propose une intervention avec un mouvement de réflexion qui va se déplacer avec constance de la dimension individuelle à la dimension collective, qu'elle soit considérée dans un contexte sociétal, historique, professionnel et effectivement à travers une approche par rapport au produit, par rapport à l'individu et par rapport à son environnement. Il me semble que de la prise de conscience individuelle à la prise de conscience collective, il y a un chemin à choisir. Alors, je vous propose de regarder en fait un petit peu la société, celle qu'on dit de consommation, où les termes addiction, addict, addictif, en fait, sont très présents et valorisent beaucoup de marchandises. Alors, on va le voir à côté, effectivement. Y a-t-il de bonnes addictions ? Vous voyez que là, l'addiction à la lecture, comme on peut la voir sur cette... Alors, je vais chercher le pointeur, excusez-moi, j'ai pas mes... Voilà. L'addiction à l'addiction, à la lecture, pardon. Le 4x4 addict et le parfum, effectivement, pétillant, généreux et addictif. On voit bien, effectivement, que le mot addict est prôné par des lobbyistes commerciaux. Aussi, pouvons-nous même nous interroger sur le fait qu'il puisse être, peut-être, et tout de même, exister de bonnes addictions et afficher, comme on le voit, effectivement, sur cette publicité par rapport à la lecture. Les produits affublés de l'adjectif addict seraient une garantie de plaisir, de qualité. Aussi, surfant sur les effets psychoactifs du produit, café, chocolat, barre sucrée, ou ceux du jeu, les messages publicitaires ciblent tous les âges, les genres et inondent notre quotidien et nos espaces de vie. Donc là, effectivement, si vous êtes un peu curieux, je vous invite à regarder les catalogues de Noël où nous pouvons voir, en fait, les jeux pour les enfants, hein, donc à partir de 6 ans, les jeux de réflexe, où vous voyez dans les petits alinéas furieusement addictifs. Et effectivement, on peut s'interroger sur ce que c'est que ce mot addictif qui est quand même très présent dans notre société. Allez, un petit jeu pour commencer, parce que sinon vous allez vous endormir, même si vous avez pris un café. Je vous demanderai un petit peu de me dire à quoi ça vous fait penser, en fait, cette image. Marlboro, ben oui, effectivement. Et là aussi, effectivement, on voit bien qu'il y a une influence qui est bien au-delà, en fait, je vais dire, de ce qu'on peut imaginer. Ceci est une coque de téléphone et vous voyez effectivement comment on peut faire de la publicité et comment on peut faire passer des messages, mine de rien. Alors, cette addiction publicité ne peut-elle pas être source de confusion ou de paradoxe ? Ne doit-on pas être un petit peu addict pour être considéré comme un consommateur branché, répondant à une norme socialement admise ? Ainsi, l'addiction est clairement définie en médecine. Je vais vous la présenter ultérieurement. Néanmoins, je vous propose un petit détour par l'histoire pour mesurer combien, peut-être, nos représentations sur effectivement les consommateurs de substances psychoactives, voire les dépendants, peuvent aussi prendre racine. Les drogues existent de tout temps. Les feuilles de coca consommées par les Incas, le chanvre utilisé en Inde en préparation sacrée qui s'appelait le bang, ou en Égypte 1500 ans avant Jésus-Christ. L'alcool a aussi été retrouvé dans des amphores romaines. Ainsi, les substances psychoactives sont présentes depuis la nuit des temps dans nos civilisations. Au XIIe siècle, au temps des croisades, une légende rapporte que des soldats ismaéliens réputés pour leur capacité à braver tous les obstacles avec une dévotion sacrificielle sous l'emprise de breuvages contenant du cannabis, de l'opium et des substances hallucinogènes ont semé la terreur pendant 200 ans. Alors effectivement, pour les Ismaéliens, ce breuvage pouvait effectivement avoir des vertus positives, à savoir effectivement être plus fort. Pour leurs ennemis, c'était peut-être effectivement quelque chose qui était un produit qui pouvait être vu comme dangereux.
Par ailleurs, en 1800, lors de sa campagne en Égypte, Napoléon a interdit la consommation de cannabis à ses soldats. C'est intéressant, le chef des armées, après avoir constaté l'effet hallucinogène sur les hommes des troupes ennemies et après avoir connu une agression au couteau par un Égyptien. Donc là aussi, on voit en fait que d'emblée, dans l'histoire, il y a eu des positions qui ont été prises par rapport aux produits. Là encore, si on regarde du point de vue des Égyptiens, le produit cannabis était un produit qui pouvait rendre fort. Pour autant, effectivement, du point de vue de Napoléon, c'était quand même quelque chose qui était à bannir, en tout cas du côté de ses soldats. Voici donc, lié à l'histoire et à l'imaginaire, la consommation de cannabis et d'autres substances avec des troubles du comportement liés à des troubles du comportement et de la violence. Que dire encore de ces iconographies de fumeurs d'opium, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, corps sans vie physique et psychique, des intellectuels oisifs non productifs et parfois contestataires vis-à-vis d'une société qui recherche la productivité au détriment de l'individu. Le produit peut faire dire aussi les choses, et des fois ça peut être un peu gênant. L'alcool bénéficie d'un regard qui est plus mitigé, efficace en période de guerre et d'industrialisation. Il se voit le responsable et le perturbateur de l'ordre public et social dès le 19e siècle. Il a quand même réconforté les soldats, les a aidés à défendre la patrie et leur a permis de supporter les conditions de travail ou de guerre. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si vous écoutez un petit peu les actualités, on voit que les soldats russes, quand ils arrivent dans des villes ukrainiennes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dévaliser les magasins et prennent l'alcool. Why? Ainsi, les représentations de chacun des produits pourraient-elles être influencées par la question de son origine, de sa provenance, de son exotisme, d'une peur de l'inconnu, de l'étranger, de l'étrangeté, de la différence. Alors même peut-être que l'alcool, quand même, produit du terroir, donne racine à une identification culturelle française. Peut-être. De la fascination à la démocratisation, la représentation véhiculée pour chacun des produits et ses consommateurs prend racine dans l'histoire, parfois inconsciente, de notre collectivité. Nos représentations se construisent aussi par nos apprentissages dès le premier âge et lors des partages familiaux. Elles peuvent déterminer des normes que nous pouvons tout au long de notre parcours de vie personnelle et professionnelle interroger. Ce qui est intéressant, c'est que ces normes sont quand même intériorisées, souvent inconscientes, et elles sont partagées par le groupe. Alors ça, c'est juste un petit clin d'œil à une représentation, histoire de faire une pause après cette pause digestive, où effectivement Cabu avait bien perçu que les représentations sociales, ça existait sur les produits. Alors on voit des coureurs peut-être du Tour de France, qui sortent d'un palace, et effectivement nos deux jeunes un peu errants qui arrivent, et le monsieur qui dit « N'insistez pas, il n'y a pas de salle de shoot ici ». Allez, pour voir un petit peu si vous avez pu, je vais dire bien, ou si j'ai pu vous interpeller sur la question de la représentation sociale, on va faire un petit test. À votre avis, quelle est l'expression que ce chimpanzé exprime ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce chimpanzé? Alors, je vais vous demander de parler plus fort parce que j'ai des vieilles oreilles et moi j'ai un micro mais pas vous. Alors du coup je pourrais pas. On lui a volé sa banane. Il est comment ce singe? Il a l'air heureux. Ben oui, effectivement. Et effectivement, ben non. Il a peur. Donc si vous voyez un chimpanzé qui vous sourit, je vous conseille d'être très prudent et de vous en éloigner. Et effectivement, on a tendance, effectivement, par nos représentations sociales, à avoir plein d'idées qui arrivent d'emblée et qui pourraient effectivement nous amener à se dire « Oh ben le pauvre, il a perdu sa banane, il me sourit, il veut peut-être un câlin » et effectivement, on peut avoir à se tromper. En matière, effectivement, de relations humaines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un, on a déjà d'emblée toutes nos représentations sociales qui vont se mettre en route et effectivement, ça peut conditionner, si on ne les a pas interrogées au préalable, la rencontre ou la non-rencontre qui va en découler.
D'ailleurs, un petit exemple qui est assez intéressant, il y a des journalistes qui en 2015 se sont amusés à, entre guillemets amusés, ont filmé en fait une scène. Une femme étudiante, jeune, à côté d'un arrêt de bus, s'écroule et simule un malaise. Un passant arrive en 10 secondes pour lui porter secours et appelle le SAMU. Une autre jeune femme, déguisée, entre guillemets, ou en tout cas habillée en femme de la rue, errante, fait le même malaise dans le même endroit. Les gens arrivent avec 1 minute 30. Donc vous voyez que là aussi, nos représentations sociales, elles ont bien une fonction et elles nous amènent en fait à avoir des comportements qui sont effectivement quelque part, entre guillemets, une norme dans le groupe. Alors vous me direz, bon ok, très bien, je vais les interroger, mes représentations sociales, mais à la fois à quoi ça sert et est-ce qu'il faut les interroger? Ça peut être intéressant effectivement en entreprise ou en tout cas dans notre environnement, je vais dire, parce que ces représentations sociales, elles ont une fonction. D'abord, c'est un code commun. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on met plus de temps à aller vers quelqu'un qui est SDF, qui fait un malaise voilà, ça c'est une question et on voit bien qu'effectivement c'est partagé parce que forcément que ces 2 jeunes femmes qui faisaient simuler le malaise en fait, je vais dire, étaient dans les mêmes conditions et on voit bien que le collectif n'a pas réagi de la même manière. Donc le code commun, c'est faciliter la communication. C'est aussi expliquer la réalité. C'est vrai qu'aller vers un SDF, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a pris des produits? Peut-être bien qu'il va me casser la figure si je lui dis comment vous allez. Puis bon, je ne sais pas trop quand même. Voilà, je préfère aller vers quelqu'un qui est très propre sur lui. C'est quand même plus sécurisant peut-être. Je ne sais pas. Je laisse à votre appréciation cette réflexion. Ça oriente nos conduites. Là aussi, le petit exemple donné, et ça permet de guider les comportements. La justification, ça permet de justifier le comportement. C'est ce que je faisais. La personne SDF, quand même, elle peut être violente. Enfin, voilà, c'est toutes nos représentations sociales qui se mettent en place là. Et du coup, on va dire, non, moi, je suis pas intervenue parce que j'avais un peu peur, quand même. Voilà. Et ça permet aussi de créer une identité. C'est-à-dire, on est un peu pareil. Et donc, on se comprend. On n'a même pas besoin de se parler. Parfois, effectivement, juste le fait d'avoir ce partage-là et ces représentations communes, on se comprend. Il me semblait intéressant, mais mon collègue de Santé publique France vous en dira plus, d'amener quand même quelques chiffres pour vous expliquer un petit peu, ou peut-être objectiver ce que ce thème conduite addictive en entreprise peut conduire, en tout cas l'observation qu'on peut en faire. L'alcool, c'est 10 à 20% des accidents du travail. Donc c'est quand même une réalité. Les produits les plus concernés comme problématiques chez les travailleurs, c'est l'alcool, le tabac, le cannabis et les médicaments psychotropes. C'est les 3 produits, effectivement, les 3 premiers produits qui sont en tête des consultations dans nos XAPA. Et pour 64% des répondants, alcool et cannabis sont répandus au travail. On voit effectivement qu'on a 8,6% des travailleurs en difficulté avec l'alcool, et c'est un chiffre qui reste stable depuis 2009, et 7% en difficulté avec le cannabis, qui est en fait un chiffre qui est en augmentation depuis 2009. Moi, la question que je me pose, à partir du petit observatoire dans lequel je travaille, il y a un produit qu'on voit, c'est aussi la cocaïne, mais peut-être qu'effectivement là-dessus, il y aura des chiffres. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Est-ce que vous savez combien de verres d'alcool il y a dans 75 centilitres de vin à 12 degrés? Ça, c'est pour les jeunes. C'est une petite devinette que je mets souvent aux jeunes gens des étudiants que je vois. Allez, j'ai oublié de vous mettre... écoutez, je vous laisserai aller sur Internet pour vous renseigner. Je n'ai pas mis la réponse. J'ai dû zapper une diapo. Je le découvre avec vous. La surprise, ça fait partie de la vie. Et de fait, effectivement... mais bon, il faut savoir quand même... On va laisser faire les calculs et puis peut-être en début d'après-midi, on verra si vous avez trouvé les bonnes solutions. Voilà. Je vous remercie, Anne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que néanmoins...
L'addictologie et l'alcoolologie est née en fait en milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que les XAPA, qui ont été dans des centres d'hygiène alimentaire dans un premier temps, puis centres d'alcoolologie et d'hygiène alimentaire, sont nés en fait des centres de consultation de la SNCF avec le docteur Legault. Et ça aussi, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, je vais dire pas un siècle après, puisque c'était dans les années 50, en fait, ce lien-là, il est encore à faire et à refaire, en fait. Et c'est un peu la vie, tisser, retisser, et continuer, effectivement, à se transmettre, qu'effectivement, il y a des choses qui évoluent, et que les produits, ça peut faire partie de nos vies et de notre vie professionnelle. Donc, je vous propose effectivement de m'appuyer sur un schéma qui est très connu en addictologie, qui est le schéma d'Olivenstein, qui dit qu'effectivement, la relation qui peut s'installer, en fait, entre un individu et un produit, dépend d'un contexte. Donc, je vais balayer, si vous voulez bien, ces trois champs pour essayer de vous expliquer, en tout cas, je vais dire ce que ça peut être qu'un usage et une relation de dépendance à un produit dans un contexte professionnel. Alors, la dépendance, effectivement, on voit bien qu'il y a différents produits et qu'il y a des produits qui sont plus addictogènes que d'autres et qui vont amener des mécanismes de dépendance, notamment dépendance physique, tels que l'alcool, l'héroïne et certains médicaments. Les autres pourront donner des manifestations psychosomatiques, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont avoir des choses quand même dans leur corps qui vont pas être agréables, mais qui seront plus des manifestations qui seront en lien avec leur état psychologique et émotionnel interne. On a aussi les risques aigus ou les risques à long terme, c'est-à-dire qu'effectivement, être sous l'emprise de produits, quels qu'ils soient, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, je vais laisser les collègues d'Addiction France ne pas répondre. Je vais les mettre dans l'injonction d'abstinence de parole. Je n'ai pas entendu, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a pris la parole. En fait, ça altère notre capacité de jugement. Dans un premier temps, effectivement, c'est ça le principe de la substance psychoactive, c'est que à partir du moment où on en prend, effectivement, on ne pensera plus les choses de la même manière, qu'on le veuille ou pas. Et de ce fait, effectivement, ça va être une altération de notre capacité à nous mettre en sécurité ou à mettre les autres en sécurité. Et là, vous voyez effectivement qu'en matière d'entreprise, vous pouvez voir où est le problème. J'ai un monsieur, une fois que j'avais rencontré en maison d'arrêt, qui me dit « Vous comprenez, docteur, c'est moi qui ai pris le volant parce que c'est moi qui avais le moins bu. » On était dans une alternative de réduction des risques, mais qui n'était pas par rapport aux risques judiciaires. Néanmoins, effectivement, ça restait quand même toujours dangereux. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, les gens peuvent aussi penser en matière de stratégie, même si elles ne sont pas toujours aussi efficaces qu'ils le voudraient. Les risques aigus, effectivement, ça peut être au niveau corporel, c'est-à-dire qu'on peut se blesser, 10 à 20% des accidents du travail, des accidents du travail par rapport à une consommation d'alcool. Le risque psychologique, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir quand même une dépression, l'alcool a un effet dépressiogène, et ça, on ne le sait pas toujours, et de ce fait, effectivement, ça peut avoir, je vais dire, des conséquences, et des conséquences notamment sur sa capacité à pouvoir tenir un poste au niveau du travail. Et des conséquences sociales. Effectivement, arriver alcoolisé au travail, ça peut être effectivement une orientation vers le médecin du travail, 2, effectivement un avertissement, voir si ça se répète, ça peut être à un moment donné peut-être une mise à pied ou d'autres conséquences. Le statut social du produit, le fait que le produit soit légalisé, ou en tout cas que son usage soit légalisé ou pas, l'acceptation sociale effectivement pour l'alcool et le tabac, même s'il y a des lois, et ça c'est vraiment important puisqu'effectivement les lois elles vont aussi régir ce qui va se passer. L'interdiction de consommer du tabac dans les milieux publics a aussi beaucoup modifié toute la vie dans l'organisation des entreprises, donc ça a aussi un impact et c'est important de la respecter et d'en avoir connaissance. Et les produits illicites dans le sens où effectivement toute consommation de produits illicites de ce fait effectivement amène un risque qui est au moins celui du judiciaire.
Et effectivement, la question du prix et de des règles de vente, juste pour rappel, les mineurs n'ont pas le droit d'acheter d'alcool, même s'il y a des promotions quand même qui les ciblent un petit peu, le vendredi soir notamment, ou les jours de match. Et en fait, ce qui est vraiment important en matière de produits, c'est de se dire que si les gens consomment des produits, c'est pas pour avoir des problèmes au travail. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait, qui était injecteur, par exemple, d'héroïne, me dire, moi, j'ai fait ça pour avoir une hépatite C, ou j'ai fait ça pour avoir une cirrhose. Bien entendu, effectivement, que s'ils en consomment, c'est parce que ça leur apporte quelque chose de positif. Oh tiens, voilà la réponse. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bien un diaporama de psychiatre, je vous prie de m'excuser. J'ai un moment d'égarement, je vous promets que je n'ai rien consommé pour autant quand j'ai fait ce... C'est peut-être, comment dire ça, mon dopage à l'espace vert qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu me faire une blague. Bon, je vous prie de m'excuser de cette incursion, mais vous aurez la réponse après. Et voilà, donc l'effet recherché, on le voit un petit peu dans les films quand même, le milieu de la banque, des traders, où il peut y avoir certains produits tels que la cocaïne par exemple, ça permet d'être plus performant, plus réactif, on dort pas, on est là sur le cours et on est au taquet. Ça permet aussi de s'intégrer dans une culture d'entreprise, effectivement, parfois si on n'est pas celui qui consomme, ça peut être un peu compliqué. Et sur des paroles d'usagers ou de personnes qui, qui accordent leur confiance aux médecins de terrain, je vous ramènerai des petits témoignages. Ça permet aussi d'être reconnu dans le milieu. Parfois, ça permet de supporter des conditions de travail difficiles, d'être plus compétent, de s'offrir un temps de pause. Dans les temps modernes, à un moment donné, il y a une merveilleuse scène où on voit effectivement Charlie Chaplin qui va dans les toilettes, qui prend sa carte pour aller faire son petit temps de pause. Et la première chose qu'il fait en arrivant aux toilettes, c'est allumer sa cigarette. Ah, ça fait du bien. Et on voit effectivement que ce temps de pause-là, il est vraiment intéressant. Je vous laisse le re-regarder pour voir ce qui se passe après. D'ailleurs, ce temps de pause, c'est assez aussi intéressant parce que c'est son chef de rayon qui le lui propose en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est complètement perdu dans son travail qu'il a à faire, qui est très répétitif, et de ce fait, il fait n'importe quoi et son chef intervient, il lui dit bon, là tu vas te poser. Et de ce fait, c'est aussi intéressant de voir l'organisation qui est posée. Ça permet aussi de rester dans le groupe, puisqu'après ça, il est revenu dans le groupe. Peut-être supporter parfois une charge mentale. Effectivement, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes sur votre portable parce que vous avez une collègue qui est sur un autre site qui vous appelle, le téléphone fixe sonne et vous étiez en train de taper un rapport d'activité parce que c'est la fin de l'année. 3 choses en même temps, et encore quand il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à la porte parce que y a une personne qui est arrivée de manière impromptue et qui a besoin d'avoir un avis. Voilà, ça c'est peut-être une charge mentale, effectivement, qui est peut-être plus, présente dans nos vies professionnelles. Alors, les produits, effectivement, ils ont chacun quand même une action. On voit bien qu'ils sont différents. Il y a... après, je dis toujours, le problème des classifications, c'est qu'on met un peu les choses dans des tiroirs. Et que en matière d'humain, heureusement, d'ailleurs, c'est pas toujours si tranché que ça. Mais néanmoins, effectivement, on voit bien que l'alcool est du côté des dépresseurs. Alors des dépresseurs, il y a d'autres classifications qui disent des calmants. Et c'est pareil pour l'opium, tout ce qui est du côté des produits en fait opiacés. Donc l'héroïne, certains traitements de substitution, la méthadone et certains antalgiques aussi, qui peuvent être effectivement du côté de qui va venir un petit peu altérer en diminuant la vigilance. Et on a en face les produits stimulants. Excusez-moi, qui sont effectivement les amphétamines, la cocaïne, la caféine. On voit effectivement, et le tabac aussi peut en faire partie selon certaines classifications. On a les produits que l'on dit hallucinogènes ou antipsychotiques qui altèrent en fait notre relation à notre environnement.
Et c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça peut être intéressant en rêve party, hein, c'est d'ailleurs pour ça que ça peut être utilisé, parce qu'effectivement, on va recevoir les sons de manière amplifiée, on va être dans une relation, ça a ce côté-là, effectivement, d'être ce qu'on dit entactogène, et de ce fait, on va aller vers l'autre plus facilement, et effectivement, on peut être un peu comme disent les rêveurs, hein, dans un trip, où on partage le même délire. Néanmoins, effectivement, on va le revoir aussi chez certaines personnes, ça peut être fragilisant et ça peut être source parfois de décompensation. Heureusement, pas tout le temps. Et on a certains médicaments, effectivement, qui peuvent aussi altérer la vigilance. Est-ce que les choses sont claires jusque-là? Oui? Donc, effectivement, ce que je vous disais, c'était effectivement l'effet immédiat qu'il peut y avoir, hein, c'est la modification de la capacité de raisonnement et effectivement de voir comment ça peut avoir un impact sur son comportement, sa mise en sécurité et la mise en sécurité des autres. C'est-à-dire là où je suis, et notamment si je suis dans un contexte professionnel, comment effectivement ça peut avoir un impact. Et sur la prise de décision. Sur la question des individus, effectivement, on a repéré qu'il y avait quand même des facteurs à regarder pour savoir s'il y avait peut-être des gens qui étaient un peu plus fragiles aussi. Donc on sait bien que c'est pas la même chose si on a connu une histoire je vais dire, avec beaucoup de traumatisme et qu'on n'a pas eu d'accompagnement suffisamment soutenant pour avancer avec. On peut avoir connu des traumatismes et à la fois être, je vais dire, être en capacité d'avancer dans sa vie sans forcément être dans la reproduction. Hein, mais néanmoins, on sait bien effectivement qu'il y aura quand même un travail préalable. Donc c'est aussi de repérer, effectivement, parce que le développement, il a... c'est l'estime de soi, c'est la maturité émotionnelle, c'est comment on va réagir. L'émotion, ça nous permet avant tout de réagir à notre environnement et de pouvoir effectivement être adapté ou moins adapté en fonction de notre capacité à gérer nos émotions. Et effectivement, intégrer un petit peu notre image psychocorporelle. Ça, c'est un gros mot de psychiatre, vous me pardonnerez, mais c'est un petit peu comment je me sens dans mon corps. Hein, vous savez bien que la communication, elle se fait bien plus en non-verbal qu'à travers les mots. Et si je me sens pas bien dans mon corps, parce que voilà, dans mon éducation, dans l'apprentissage que j'ai eu, effectivement, il y a des choses, voilà, qui m'ont impacté. Et ben, ça va aussi se ressentir dans ma relation avec les autres ou dans ma future vie d'individu et aussi au travail. On sait qu'il y a des publics vulnérables, hein, les femmes en âge de procréer, les jeunes. Et la situation de précarité, effectivement, qui peut amener vers des conduites, des consommations de substances de manière plus importante pour supporter ce contexte que l'on vit. Sur la question des femmes, je vais juste faire un petit détour qui me semble important, en fait, parce qu'effectivement, en matière d'alcool, c'est assez intéressant de regarder que les femmes qui ont un usage régulier, sont les cadres supérieur et que c'est bien plus fréquent en fait, ça a été démontré mais peut-être que vous le reprendrez en fait à partir de vos données et effectivement les femmes les plus diplômées aussi qui ont Bac+2 sont aussi des consommatrices, c'est celles qui consomment le plus d'alcool. Alors moi, la question que je me pose, mais on est au XXIe siècle, quand même, les choses ont changé, enfin j'espère, mais quand même, je me dis que la fonction sociale, le statut social, la question de la parité. Est-ce qu'il faut qu'une femme peut-être se mette à boire comme un homme pour pouvoir montrer qu'elle peut aussi tenir des responsabilités et que voilà, c'est quand même on n'est pas peut-être pas tout à fait pareil ou peut-être pas aussi compétente. On a peut-être encore des vieux restes de nos représentations sociales, là encore, qui viennent aussi nous impacter dans notre manière de pouvoir tenir des responsabilités, peut-être. Mais ça, je vous laisse regarder un petit peu le statut de l'évolution sociale de la femme.
les événements de vie, les deuils, les ruptures subites, les maltraitances évidemment physiques, les maltraitances par négligence, les abus sexuels, les événements de santé brutaux ou graves, effectivement, là aussi ça a un impact et ça peut conduire vers des consommations de produits. On a aussi des pathologies psychiatriques. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ça peut aller de la dépression à ce qu'on appelle la psychose. Psychose qui est effectivement une maladie qui, là aussi, amène une perception de la réalité qui peut être complètement... qui est complètement erronée, en fait, et de ce fait, effectivement, qui rend très compliqué l'adaptation dans les relations sociales et l'adaptation au contexte. Les facteurs neurobiologiques et épigénétiques, on sait effectivement que les gens qui ont été soumis à des stress très jeunes peuvent avoir un impact au niveau de leur ADN et que ça peut être transmis sur plusieurs générations et que c'est des gens qui vont être plus vulnérables au stress. Et de ce fait, effectivement, ça pourra avoir là aussi une conséquence sur leur consommation pour aller vers des consommations de produits. Le tempérament, effectivement, on sait que les gens qui sont dans une recherche de sensations, qui sont dans une recherche de nouveautés et qui ont un faible évitement au danger, pourront aller aussi chercher dans leur expérience, dans leur consommation de produits, qui seront aussi plus susceptibles. Alors maintenant, nous allons arriver aux facteurs de risque liés à l'environnement. Alors effectivement, comme je le disais précédemment, c'est bien lié effectivement à la question des valeurs familiales. On commence, c'est bien notre premier système et le premier système dans lequel on va apprendre, avoir des habitudes de consommation ou non de produits, où peut-être certaines normes vont se poser aussi. Et effectivement, c'est là qu'on va en tout cas mesurer les premières expériences. C'est en milieu familial que les premières expériences vis-à-vis de l'alcool se font. Les premiers contacts avec l'alcool. Le petit verre pour le baptême, le petit doigt dans le verre de champagne pour le baptême, par exemple, c'est une petite intronisation. Voilà. L'acceptation ou le rejet, effectivement, selon les valeurs familiales, effectivement, si on est le seul à pas consommer dans la famille, on va être un petit peu, on peut être un peu rejeté et être un peu le mouton noir. L'interdit religieux, on voit effectivement que parfois la religion peut être un facteur protecteur ou pas. Et de ce fait, effectivement, facteur protecteur ou parfois facteur de conflit interne aussi. Quand on a des parents, par exemple, d'obédience musulmane, pratiquants, et que on est un jeune homme né en France et qu'on veut avoir des copains, s'intégrer dans un groupe où la norme est de consommer de l'alcool, ben effectivement, on va peut-être connaître un conflit de valeurs familial par rapport à ces parents qui nous ont inculquer voilà une valeur religieuse et nous on va s'individualiser par rapport à ça et ça peut être compliqué de l'assumer. Et parfois des conflits familiaux, effectivement ça c'est l'histoire de la vie de chacun qui peut amener à la place des produits. Les valeurs sociales, le fait qu'effectivement quand même c'est mieux d'avoir un travail, quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire et à quoi tu sers quoi. Ça, c'est quand même compliqué. Les valeurs culturelles, effectivement, l'alcool en France, le vin en France, c'est pas de l'alcool, c'est un produit alimentaire. Tout le monde le sait, c'est passé au Sénat quand même. C'est des discours qu'on entend. Donc, de fait, effectivement, voilà, il y a des gens éminents qui, effectivement, je vais dire, sont pour la culture française du vin. Les valeurs du groupe, donc le groupe de pairs, effectivement, et là, la question qui peut se poser, c'est la transgression des règles. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, la règle. Nous, en addictologie, on travaille avec la règle. On ne peut pas travailler sans règle. Il y a des règles partout, de toute façon. À quoi ça sert la règle? Ça sécurise. Ça nous donne des limites et c'est indispensable pour tout à chacun, que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement. Et ça, effectivement, c'est aussi important de les rappeler, que ce soit en entreprise, que ce soit effectivement dans le soin. À un moment donné, il y a des choses qui ne se font pas. Sinon, c'est plus possible. Place et valeurs dans la cité, effectivement, c'est aussi important de voir, là aussi, il y a un jeune homme qui me disait un jour, alors il était c'est très intéressant, son prénom il s'appelait Mohamed, il avait des parents d'obédience musulmane, et il me dit, vous savez, moi je suis breton.
Il habitait dans une petite ville du Finistère. Je dis ah, oui, d'accord, ok. Donc je lui demande de m'expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce qui nous amenait à regarder cette affirmation-là. Il me dit je suis breton, je bois de l'alcool. C'était sa manière de s'intégrer. Donc effectivement, la question de la norme dans une ville, dans un quartier, dans un centre social, dans une entreprise, c'est vraiment important. Alors, il y a eu des éléments et des grandes enquêtes qui ont été faites, et il y a des postes, effectivement, on voit bien, et ça, nous, on le retrouve dans nos consultations, les horaires atypiques, les postes isolés, la question des pots d'entreprise, effectivement des séminaires, la question du télétravail aussi, être en télétravail, mais mince, les enfants, ils ont le Covid, il faut les garder aussi, et le petit, alors ça c'est classique, c'est quand on n'est pas disponible, qu'ils viennent dans nos pattes, quoi. On a une réunion importante, et puis c'est ah maman, t'as pas vu mon survêtement, ou je cherche, voilà. Et effectivement, on a tout ça en tête, on est face à nos collaborateurs, et on doit faire 3 choses à la fois, encore une fois. Le travail en plein air, surtout si effectivement c'est plus de la moitié du temps de travail. Il y a des postures qui sont pénibles, effectivement, quand on est à genoux toute la journée, même s'il y a des aménagements, on sait bien que voilà, ça peut être compliqué. Les travails répétitifs, mais là il y a des travaux qui ont été faits et vous en connaissez bien plus que moi. Le port des charges lourdes et effectivement des déplacements longs, quand le corps ne tient plus, comment je fais ? Est-ce qu'effectivement je prends un antalgique opiacé pour supporter ? Un petit verre d'alcool entre deux pour aussi supporter la douleur, ça a des effets. Pour se donner un petit coup de peps aussi, repartir sur une journée longue et fatigante. Le stress, la question des postes de sécurité aussi, qui sont des postes, je vais dire, où les conduites addictives peuvent prendre de la place et les consommations de produits addictifs peuvent prendre de la place. Certains rythmes de travail. Les habitudes de consommation dans l'entreprise, effectivement, et les repas d'affaires. C'est vrai que il y avait un monsieur qui venait en fait et qui me disait voilà, c'est quand même plus facile de faire signer un contrat quand il y a eu quelques verres de vin. Alors ça, c'est une classification clinique qui permet effectivement de donner des repères et des indicateurs par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une addiction. Et là, effectivement, alors je ne vais pas tous vous les passer. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'en fonction du nombre de critères, on est sur un trouble léger, un trouble modéré ou un trouble sévère. Et effectivement, ce qu'il est vraiment important de savoir, c'est que quand on est dans la dépendance, on a perdu sa liberté. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire que le produit prend beaucoup de place dans sa vie et qu'effectivement, il peut rentrer dans la vie professionnelle. Les différents usages qu'il peut y avoir, alors soit on choisit effectivement de ne jamais consommer des produits et on est dans l'abstinence primaire ou dans la secondaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu avoir un problème sans être dépendant, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, on se dit, moi, je ne consomme plus de ce produit-là. L'usage, c'est une conduite de consommation d'une substance psychoactive qui est caractérisée par l'absence de risque, de dépendance et de dommage. C'est-à-dire on peut consommer un verre de vin chez soi, on ne prend pas son volant. Voilà, ça peut faire partie aussi effectivement d'un moment qui peut être intéressant. Le mésusage, c'est effectivement là quand il commence à y avoir des soucis. Alors, l'usage à risque, effectivement, il est situationnel. Je suis grutier, mais j'ai le vertige et je dois prendre de l'alcool pour monter en haut de ma grue. Ça peut être dangereux pour soi, pour les autres. Il peut être quantitatif, effectivement, puisque si on est dans une altération de la vigilance, à ce moment-là, effectivement, ça peut être très, très compliqué et on peut ne plus pouvoir assumer son poste de travail. L'usage nocif, effectivement, il commence à y avoir des dommages. Ça peut être mince. Il y a mon chef, là, mon responsable, il a vu que j'étais pas en situation de travailler et puis il m'a envoyé vers la médecine du travail. Premier avertissement. Et c'est important. Ou alors, je me suis cassé la figure, je me suis blessée et du coup, j'ai pas pu travailler pendant 15 jours. Et les choses se cumulent un petit peu. Où ma femme commence à dire, moi, si tu continues comme ça, je me sépare. Et l'usage avec de la dépendance, effectivement, où là, je disais, les gens, ils n'ont plus le choix, ils ont perdu leur liberté. Et de ce fait, effectivement, comme je vous le disais, l'alcool, l'héroïne, si les gens veulent être bien ou se montrer bien, en fait, ils sont obligés de consommer. Et de ce fait, effectivement, c'est vraiment important.
de pouvoir le repérer parce que ça peut être une source d'exclusion et ça peut être effectivement compliqué et ils peuvent être rejetés de l'entreprise. Alors, quelles actions on peut faire ? Quand on est dans l'abstinence, c'est effectivement prévenir, je vais dire, avoir une information thématique et des accompagnements sur les premières expériences. Éventuellement, là, c'est plutôt chez les jeunes. L'usage, c'est la réduction des risques liés à la consommation et la prévention du passage au mésusage. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est amener une interrogation que chacun peut se poser de où j'en suis avec ma consommation d'alcool ou de produits et est-ce que je peux changer quelque chose si ça me porte préjudice. Donc là, on est sur des actions communautaires de prévention. Sur la question de la dépendance, effectivement, là, on va être sur une orientation vers des structures de soins, vers le médecin du travail, vers le médecin généraliste. Donc, je reprenais les différents types de dépendance, effectivement, vers parfois des psychiatres si la dépendance, elle est psychologique. Oh là là, mais il y a des répétitions. Je vous prie de m'excuser. Donc, de fait, effectivement, voilà, on en a parlé. Pour terminer, puisque je crois que mon temps est écoulé, en fait, je vais juste vous ramener Albert qui était agriculteur. Albert, il disait, vous savez, alors je l'ai rencontré à l'hôpital, il était hospitalisé pour un problème cardiaque. Il dit, vous savez, moi, quand les gens ils viennent à la maison, quand les copains ils viennent à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit autour d'un petit verre de vin et puis on discute de nos difficultés, quoi. Et puis on se raconte ce qui se passe, vous comprenez, le cours du blé, le prix de l'essence, on est tous dans la même galère et on essaye de se partager nos recettes. Donc effectivement, on voit bien que là, la culture, elle est importante. Alors pour Albert, effectivement, il a dit, moi de toute façon, si je veux arrêter, j'arrête. Et j'ai pas besoin d'aide. Comment on peut aussi parfois être dans la demande d'aide, ça c'est aussi parfois compliqué. Kevin, il était conducteur d'engins agricoles. Je dis il était parce qu'effectivement, il lui arrivait un accident grave. Il y a un copain qui est tombé à l'arrière, en fait, lors d'une séance d'ensilage. Et de ce fait, effectivement, il était conducteur et il s'en est pas remis. Et de ce fait, effectivement, la question de cause ou conséquence, comme le disait Madame Le Formal, voilà, ça a aussi des impacts. Le travail, ça peut aussi impacter notre santé. Richard, il était agent de sécurité sur un poste vraiment très important. Sauf que tout le monde consomme de l'alcool dans son entreprise. Il a décidé d'arrêter. Il travaillait de nuit. Il n'a pas pu reprendre son travail parce que ça lui semblait impossible. Il allait être le mouton noir. D'ailleurs, le médecin du travail que j'ai pu contacter à son sujet disait il y a une culture de l'alcool qui est vraiment importante dans cette entreprise et je passe mon temps à faire des actions collectives et voilà. Donc c'est vraiment important. Dan était gendarme, effectivement, et il prenait l'alcool pour supporter ses rythmes de jour-nuit parce qu'il était aussi papa à côté. Et de ce fait, effectivement, quand il finissait son travail, l'alcool, ça l'aidait à prendre sa journée en main. Je vais m'arrêter là sur les... Ah non, Christopher, je suis obligée de vous le dire. Christopher, quand même, il était commercial dans une entreprise de boissons alcoolisées. Le critère d'embauche, c'était celui qui tenait le mieux l'alcool. Je ne vous citerai pas l'entreprise. Et enfin, il y a des addictions sans substance. Les work addicts. Alors, cause ou conséquence ? Je le laisserai à votre... La dépendance aux écrans. Quand on arrive avec son petit ordinateur à la maison pour regarder ses messages, et le dimanche soir, comme ça, on se dit on va gagner du temps lundi, et bam, on a une mauvaise nouvelle, et je dors mal. Alors, cause ou conséquence. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de pouvoir aussi mesurer, à un moment donné, comment, en fait, le monde du travail peut venir aussi dans notre vie privée et comment on peut trouver un équilibre. Alors, quelles actions sont possibles ? Écoutez, effectivement, c'est le but de la journée. Donc, je vais dire passer très vite là-dessus. En tout cas, il y a des partenaires avec Addiction France, effectivement, des actions qui vont vous être présentées et qui vont certainement ouvrir un champ de possibilités qui va être très intéressant. Et forcément, accompagner les personnes en difficulté et aussi pouvoir réfléchir à l'intégration. Comment ça s'organise ? Le travail, c'est organisé. Les consommations de produits aussi. Et de ce fait, effectivement, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler en profondeur. C'est pas simplement de pointer l'individu. C'est vraiment important d'être dans une relation d'aide. Parce qu'en général, quand les personnes consomment, et notamment quand ils consomment en rapport avec une valeur professionnelle, ils consomment bien pour être dans le positif, comme je disais.
pour être un bon élément, pour être compétent, pour être de bonne humeur, pour s'intégrer dans un groupe, pour parfois être reconnu, pour évoluer et s'épanouir. Sauf que, voilà, ça c'est le côté positif. Mais parfois on ne pense pas aux conséquences. Et de ce fait, effectivement, c'est là qu'il y a tout un travail de groupe à faire aussi. Donc pour moi, en fait, la vie professionnelle, c'est un peu comme la vie tout court, hein. C'est-à-dire que c'est un équilibre à trouver. Et alors, je vous ai mis en fait la pyramide de Maslow au milieu, ça aurait pu être une personne, un visage. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question d'équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle, entre les espaces privés et les espaces professionnels, entre le temps de la vie privée et le temps professionnel. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir collectivement à comment on peut s'aider, comment on peut améliorer les choses ensemble, mais aussi que l'individu puisse être conscient qu'il a aussi des responsabilités à tenir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son groupe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, Cathy, pour échanger maintenant avec la salle après cette présentation très complète. Quelques questions me sont déjà arrivées sur le numéro de téléphone qui s'affiche ici. La première, elle est très pratique. Vos slides, ce document, est-ce qu'il pourrait être mis à disposition des participants? Oui, bien sûr, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des éléments qui pourront être partagés. Alors, les étudiants du BTS sont en train de prendre les micros. N'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez intervenir. Madame, je vous en prie. À une condition, c'est que ce soit utilisé effectivement pour faire avancer le collectif. D'accord. Donc, l'utilisation des slides. Madame, je vous en prie. Bonjour. Nous avons vu dans la fin de la présentation l'addiction aux écrans avec la démonstration de l'interaction vie professionnelle, vie personnelle, avec le côté professionnel qui arrivait dans la vie privée. Il y a aussi malheureusement le phénomène inverse. Je représente des entreprises et elles ont de plus en plus des difficultés, notamment avec la jeune population, mais pas que, on va pas faire de généralité, où il y a des jeunes qui sont totalement addicts de leurs écrans. J'avais une entreprise, par exemple, qui m'interrogeait sur comment elle pouvait faire. Elle avait des jeunes qui étaient sur conduite, enfin ligne de conduite là, et les jeunes étaient sans cesse en train de regarder le like de Facebook ou autre. Enfin, je suis un peu has-been, c'est sûrement pas Facebook. Et Facebook, c'est les trentenaires, en fait. Voilà, mais j'ai encore plus, donc je suis... Et c'était une vraie addiction, donc elle était passée à la consigne de laisser les écrans au vestiaire. Résultat, ils étaient pris de cystite chronique. Tous les 2 minutes, ils étaient au vestiaire, parce qu'ils avaient le droit de sortir de la ligne de conduite pour aller aux toilettes. Mais résultat, c'était devenu problématique. Et elle me demandait qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je peux consigner les téléphones portables dans mon bureau en tant que directrice? Est-ce qu'il y a le droit? Alors, voilà, il y a le problème après vie privée, vie professionnelle. Si on est sur des postes à risque, oui, on a le droit de limiter l'accès au téléphone portable privé. Mais vous voyez, il y a aussi du côté... vie privée vers vie professionnelle. C'est pour ça effectivement que c'est intéressant cet équilibre en fait. C'est un mouvement, c'est-à-dire que effectivement on voit bien que la technologie nous amène à vraiment, il y a une confusion un peu à un moment donné. Enfin confusion, c'est plutôt une collusion. C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent rentrer effectivement. Exactement. Et je pense que ça, c'est aussi collectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on repère quelque chose dans l'entreprise, c'est comment on peut aussi en discuter, travailler une charte peut-être, et revoir quel est l'impact en fait sur le travail, par exemple, aussi. Vous voyez, et ça, je pense que c'est vraiment important
de revoir ça. Hier, quand je venais en train, je voyais comment ça s'appelle, pas un gardien, mais les messieurs qui sortent, en fait, les contrôleurs, là, enfin, c'est pas un contrôleur non plus, qui sortait de son bureau, le manteau à moitié mis, son portable, enfin, qui me semblait personnel, hein, à l'oreille, et puis son dati, enfin, je sais pas si c'est un dati, mais en tout cas, à l'hôpital, ça s'appelle comme ça, en main. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Dans quoi il est, quoi, en fait? Est-ce que effectivement son travail c'était de venir, voir si personne se mettait en danger par rapport à l'arrivée du train ou pas? Enfin, je me suis vraiment demandé dans quoi il était à ce moment-là, en fait. Et je crois que c'est aussi ça qui est intéressant. La prise de conscience, elle doit aussi se faire sur qu'est-ce que je viens faire au travail, c'est quoi mes responsabilités, c'est quoi effectivement à un moment donné, c'est quoi les conditions dans lesquelles je suis. Et de ce fait, effectivement, c'est là aussi que c'est un équilibre, c'est-à-dire quelles sont les conditions que l'employeur peut donner et quelles sont les conditions que moi je dois aussi poser pour pouvoir être à mon poste et à faire ce que j'ai à faire à ce moment-là, en fait. Mais on voit bien que la technologie, ça impacte ça forcément. Ça peut être une autre dépendance. Oui, tout à fait. Alors après, ça peut être aussi autour des écrans, on voit bien qu'il y a d'autres dépendances qui peuvent se greffer aussi autour de dépendances affectives, de dépendance. Enfin, on est dans une forme de lien à l'autre qui est celle qu'elle est, mais de ce fait, ça peut aussi se poser dans ce sens-là. Et si je peux me permettre de poursuivre votre question, madame, avec cet exemple-là, on peut s'interroger sur le lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas, entre des intérêts de santé publique ou de santé individuelle et les intérêts de l'entreprise. Et on voit bien qu'en fonction du type d'addiction, l'intérêt de l'entreprise n'est pas forcément là où est l'intérêt de la santé du salarié. Vous donniez l'exemple des workaholics. Ça peut plutôt servir les entreprises, quelqu'un qui est addict à son travail et d'autres produits. Vous avez parlé aussi du tabac à certains endroits qui modifient pas le jugement. L'entreprise peut ne pas avoir intérêt à amener ses salariés à moins fumer. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder cette question du lien entre un enjeu de santé qui peut être différent d'un enjeu de productivité ou d'action dans son travail? Je pense que effectivement, ça c'est un travail à faire effectivement avec les médecins du travail sur c'est quoi la santé et du coup de pouvoir mesurer, mais c'est à la fois pour ça que le mouvement il est toujours de l'individu à la collectivité, parce que vous pouvez avoir deux individus différents qui vont pas sur les mêmes postes, qui ne vivront pas en fait je vais dire, le poste de travail de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il y a une variable collective, c'est s'assurer de la sécurité, c'est la base de la pyramide de Maslow. Comment, le début de la santé, c'est est-ce que je bois? Est-ce que je mange? Est-ce que je peux dormir à hauteur de mes besoins? C'est les besoins primaires. Est-ce que effectivement je peux me poser à certains moments si je suis fatiguée? C'est la question aussi du bien-être au travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un rythme qui m'est propre. Est-ce que je peux, avec mon employeur, poser en tout cas des règles, des bases, une charte qui me permettent aussi à un moment donné de pouvoir me respecter dans ce que j'ai à faire. Et là, je trouve que ça nous amène à la question justement du handicap, de l'intégration du handicap, j'ai envie de dire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que selon le handicap que l'on a, eh ben, la seule proposition que certaines entreprises pourront faire, c'est on est désolé, on n'a rien pour vous, quoi. Et du coup, je trouve que poser la question des consommations de substances psychoactives au travail, c'est poser la question de comment on vit ensemble dans ce contexte-là, en fait. Et de ce fait, effectivement, je trouve que c'est une manière de pouvoir appréhender les choses ou en tout cas de lancer le débat. Merci beaucoup. Je vous donne lecture d'une question qui est arrivée par SMS. Benjamin vous demande s'il y a vraiment un facteur génétique à la consommation de substances ou si c'est plutôt l'environnement dans lequel l'individu se trouve qui peut influer sur sa consommation.
Alors, la question de la génétique. Il n'y a pas de gène de la maladie alcoolique, par exemple, ni de gène par rapport à des consommations de substances, quelles qu'elles soient. Ça n'a pas été démontré à l'heure actuelle. Néanmoins, ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'épigénétique, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un impact des situations de stress que certaines personnes ont pu connaître sur leur ADN et qu'ils vont pouvoir transmettre. C'est l'épigénétique. Et on sait que l'environnement dans lequel on vit a un impact en fait sur notre ADN et peut nous rendre plus sensibles vis-à-vis de situations de stress. Et en ce sens-là, effectivement, l'épigénétique peut intervenir sur la question de la place que peut prendre un produit pour nous aider à gérer le stress, en fait. Mais c'est à l'heure actuelle, la question du génétique, elle est là, en fait. On n'a pas de gène de l'alcool, pas encore. Il y a des gens qui cherchent, mais on sait... Alors après, il y a des études sur des jumeaux qui montrent effectivement que chez des faux jumeaux, il y a des résultats qui sont divergents selon effectivement les individus qui ont été exposés parfois à de l'alcool in utero ou parfois à des consommations d'alcool similaires. Mais de ce fait, effectivement, on voit bien qu'il y a des variabilités individuelles. Mais c'est vraiment très complexe en fait. On n'a pas, mais le gène qui dirait voilà, lui il va être alcoolique, lui il va être le gène de l'alcoolisme n'existe pas. On est vraiment c'est en lien avec notre manière d'avoir pu grandir, d'avoir pu cultiver notre estime de nous-mêmes. Et quelqu'un a fait ouf dans la salle en Bretagne, on est content que ça n'existe pas. Merci beaucoup. D'autres questions ? Je vous en prie, n'hésitez pas à faire solliciter le micro. Cathy, vous restez avec nous toute la journée ou jusqu'à midi ? Vous prenez... D'accord, donc c'est 5 heures, ça va. Donc si vous avez d'autres questions, on aura l'occasion évidemment de continuer à partager avec vous. Merci beaucoup, bravo. Merci d'avoir posé ces fondamentaux de compréhension sur les conduites addictives et puis d'avoir éclairé aussi la manière dont l'utilisation de ces substances peut influer sur nos conditions de travail et sur la manière dont, dans l'entreprise, nous allons assumer, nous, collectivement, nous assumons nos tâches.